Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Madame la présidente de la Bibliothèque nationale de France, chère Laurence, monsieur le directeur général de l'Institut national d'histoire de l'art, cher Éric, monsieur le conseiller scientifique musée, recherche et valorisation de la Bibliothèque nationale de France, cher Gennaro, chers et chers collègues, mesdames et messieurs, c'est véritablement une joie que d'ouvrir de nouveau en présentiel, comme disons aujourd'hui, à l'issue de la période très difficile de crise sanitaire que nous venons de traverser, que nous traversons encore pour une part, le très beau cycle de conférences Trésors de Richelieu élaboré en partenariat par la Bibliothèque nationale de France, l'Institut national d'histoire de l'art et l'École nationale des chartes. Ce cycle et sa magnifique programmation, j'y reviendrai brièvement dans quelques instants, me semble en effet refléter à merveille l'essence même du partenariat scientifique tel que nous avons souhaité le mettre en place, donc 3 établissements, qui visent à faire de Richelieu non pas seulement un espace patrimonial, mais aussi un campus scientifique à part entière qui possède ses programmes de recherche et ses programmes de valorisation d'une recherche qui est menée, de la recherche qui est menée dans nos 3 institutions. Des institutions certes différentes et spécifiques pour chacune d'entre elles, mais en accord, je crois, sur l'essentiel, promouvoir une approche hautement scientifique de l'histoire littéraire, de l'histoire de l'art, à travers l'analyse fine et j'ose dire érudite de quelques très beaux exemples du riche patrimoine qui est ici conservé. Le programme que vous avez sous les yeux me semble ainsi exemplaire à plus d'un titre. Tout d'abord en raison de la variété des thèmes traités, d'une approche croisée de la photographie, de la peinture, c'est le thème de la conférence de ce soir, au corpus des manuscrits autographes de Mozart, en passant par les notes de voyage de l'archéologue Aubin-Louis Milin, pour ne citer que quelques exemples, au sein d'une liste alléchante à tous égards. Ensuite, et peut-être surtout en raison du fait que chaque pièce, œuvre, corpus, sera ici, dans le cadre de ce cycle, systématiquement mise en valeur grâce à une approche croisée qui est celle donc, du regard du conservateur ou du chargé de collection, doublée en une approche nécessairement complémentaire de celui de l'enseignant-chercheur ou du chercheur pour le plus grand bonheur de l'auditeur et du spectateur puisque les œuvres nous seront aussi montrées. Ce type de fructueuse coopération ne me semble pas si fréquent que cela et justifié de ce fait que l'on y insiste quelque peu en préambule de l'ouverture du fameux cycle. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une belle conférence d'ouverture et plus largement un très beau cycle 2021-2022. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous accueillir ici, dans cet auditorium Jacqueline Lichtenstein, récemment rénové, pour relancer ce cycle qui nous tient particulièrement à cœur, nos 3 institutions partenaires du site Richelieu, des trésors de Richelieu. C'est un cycle qui permet à notre institut et à chacune de nos 3 institutions de présenter au grand public un regard sur des collections conservées sur le site Richelieu, en donnant la parole à la fois aux équipes de conservateurs et de bibliothécaires et à des chercheurs extérieurs. C'est la raison même de notre existence et la raison même de notre réunion sur ce site qui est ainsi manifesté et symbolisé par ce cycle de conférences. Je me réjouis particulièrement comme historien de l'art que ce cycle place en son cœur des objets images, des images objets que l'on peut effectivement voir de façon concrète, même si elle est médiée pour des raisons évidentes de conservation, et des sources historiques, des chercheurs qui sont à la fois qui émanent du monde de la culture, en tout cas sous tutelle du ministère de la Culture, et de chercheurs qui sont également sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.
D'une certaine manière, et c'est pour ça que nous avons été partenaires dès le départ de ce cycle, cela est au centre aussi des préoccupations de l'INHA et a justifié d'ailleurs, il y a 20 ans, que cet Institut national de l'histoire de l'art, pardon, soit créé. Nous célébrons donc cette année ces 20 ans, c'est une période d'anniversaire beaucoup plus long pour l'école des Chartes, qui est notre grande aînée, et pour la BNF, qui est notre encore plus grande aînée. Donc nous sommes les tout petits derniers arrivés dans cette histoire. Mais cela dit, peut-être que du coup l'anniversaire est pour nous encore plus important parce que je me souviens au début de la création de l'INHA, beaucoup de personnes pensaient que l'Institut ne survivrait pas plus de quelques années, donc nous pouvons véritablement le célébrer comme une institution pérenne, et une institution pérenne en particulier grâce à ses partenariats, et en particulier grâce à ses partenariats de voisinage et de travail au quotidien avec la BNF et avec l'école des Chartes. Je veux remercier les équipes de l'INHA qui ont été impliquées dans ce cycle, les programmateurs du cycle, Sophie Leschevik pour l'INHA qui prend le relais de Caroline Fieschi, les équipes du service des manifestations, du service des moyens techniques, du service de communication de l'INHA qui rendent cette manifestation possible, les collègues du DBD aussi qui s'impliquent dans l'animation de certaines séances. Il faudra patienter pour les voir arriver à la fin du cycle. Et puis remercier Gennaro Tescano qui mène tout cela de main de maître avec un grand sens des équilibres et une capacité à mettre en valeur des sujets à chaque fois nouveaux et intéressants. Évidemment, pour moi, comme historien de l'art aussi, c'est un plaisir peut-être encore plus particulier de commencer ce nouveau cycle autour de Delacroix, qui est un artiste dont un certain nombre d'œuvres ou d'archives se trouvent entre nos différentes institutions, dont nous avons ici la chance d'avoir sans doute le meilleur spécialiste international, le professeur Barthélemy Jobert, et c'est un plaisir pour moi particulier que de l'entendre sur Delacroix, puisque ça fait, je ne sais plus combien d'années exactement, mais enfin ça fait au moment où Barthélemy Jobert préparait sa thèse, ça fait depuis ce temps-là que je l'entends parler, que j'apprends de lui des choses sur Delacroix, donc ça sera encore une occasion de le faire. Et puis également Sylvie Omna, et évidemment en tant que éminente spécialiste de la photographie du 19e siècle, je ne peux être qu'extrêmement impatient de pouvoir entendre ce que va produire ce dialogue, auquel je n'ai encore jamais assisté. C'est-à-dire que j'ai beaucoup parlé avec l'un et l'autre, l'une et l'autre, mais je n'ai encore jamais assisté à ce dialogue, et c'est une grande chance que nous avons en direct. C'est pour moi l'occasion de vous inviter aussi à de très nombreux autres débats qui ont lieu dans le cadre des 20 ans de l'INHA. Nous avons tout un cycle autour de ces questions, enfin de cette question, à quoi sert l'histoire de l'art aujourd'hui, avec des invités extérieurs qui viennent du dehors du champ de l'histoire de l'art, à l'intérieur du champ de l'histoire de l'art, des personnalités confirmées, des personnalités plus nouvelles. Tout cela est disponible, enfin toutes les informations sont disponibles évidemment sur le site internet de l'INHA. Mais ça n'est pas pour ça que je suis ici ce soir. Je suis d'abord ici ce soir parce que je suis heureux de partager ce cycle entre ces trois institutions avec mes deux amis et collègues, Michel Boumdiček et Laurence Angel. Et je passe tout de suite la parole à Laurence. Bon, alors rassurez-vous, parce qu'on est trois institutions, donc on parle 3 fois plus avant de laisser la parole à nos vrais spécialistes, mais simplement c'est aussi une manière de dire à quel point c'est important aussi pour nous tous. Donc je vais simplement, comme Eric vient de commencer de le faire, vous inviter d'abord à revenir dans chacune des séances. C'est le 11e anniversaire, la 11e année que ce cycle a lieu. Il y a 11 séances qui vous permettent toutes de découvrir une œuvre ou un ensemble d'œuvres dans le dialogue qui a été évoqué. Donc je n'y
viendrait pas, et parfois de l'entendre aussi lorsqu'il s'agit d'œuvres musicales, puisque dans ce cas-là, le duo se fait non seulement avec le chercheur, mais avec le musicien, parfois le musicien-chercheur, parce qu'il y en a. Et en tout cas, à chaque fois, l'objectif est non seulement de vous faire découvrir, de vous faire entendre un débat ou de vous apporter la connaissance, mais aussi en effet de vous montrer, de vous donner à voir ou donc à entendre ces œuvres. Donc regardez l'ensemble du programme, revenez et regardez tous les programmes, puisqu'en effet ces trois institutions font en sorte de valoriser leur collection, donc de vous permettre de les découvrir sous les formes les plus diverses. Très bonne soirée à tous. Merci Sylvie et merci Barthélémy. Ça marche, oui, ça marche très bien. Il me revient de commencer, donc moi aussi je vais remercier. Je remercie d'abord chaleureusement Barthélémy Jobert, grand spécialiste de Delacroix, comme Éric de Chassey l'a souligné, et surtout, de notre point de vue aussi, ami depuis toujours du département des estampes, où il a été chargé un temps de l'inventaire de la collection d'estampes anglaises. Je le remercie d'avoir accepté de partager avec moi cette conférence à deux voix dédiée à Delacroix et aux deux albums de photographie lui ayant appartenu. Ce sont les deux seuls qui sont repérés aujourd'hui et qui sont tous deux conservés au département. Le premier ayant été donné en 1899 et le deuxième étant entré par dation 120 ans plus tard, en 2019. C'est grâce à Barthélémy Jobert en 1998, puis à Christophe Leribaud en 2008, lors de deux expositions à 10 ans d'intervalle, que les rapports entre Delacroix et la photographie sont devenus un sujet récurrent des recherches que j'ai menées et de mes préoccupations. C'est grâce à eux, Barthélémy et Christophe, et à ces expositions que j'ai pu découvrir dans une galerie en 2000 l'album qui vient de rentrer l'année dernière dans les collections et qui va être présenté ce soir pour la première fois. Nous avons donc deux albums. Le premier comporte 32 photographies. Il est bien connu des spécialistes. Il a été recueilli après la mort de... Comment ça marche ? Voilà. Donc c'est la page de titre du premier album et de son premier propriétaire après Delacroix, Philippe Burti, qu'il a acheté à la vente une des ventes de l'atelier Delacroix. Il l'a donné ensuite à un historien de l'art, Maurice Tourneux, qui lui-même l'a donné finalement en 1899 au département des estampes. Pourquoi ? Parce qu'il souhaitait par ce don compléter l'ensemble très important de lithographie de Delacroix qui y est conservé et dont vous pouvez voir le cycle d'Hamlet à l'exposition Baudelaire qui vient d'ouvrir sur le site de Tolbiac. Cet album de 32 photographies est disponible sur Gallica et a déjà été bien étudié et été publié également et commenté intégralement dans le catalogue de l'exposition du musée Delacroix de 2008. Le second album, celui qui vient d'entrer, comporte 41 épreuves. Il m'a été signalé par son propriétaire, le galeriste Gérard Lévy. Après son décès en 2016, il a pu rentrer par dation dans les collections publiques grâce à sa famille qui a entendu les raisons que je leur ai présentées. Il se trouve également sur Gallica. Le point commun de ces deux albums, enfin réunis, et qu'ils ne contiennent que des études de modèles nus, hommes, femmes et enfants. Tout l'intérêt de Delacroix pour la photographie se focalise sur cet usage, ainsi, mais ça ne sera pas le sujet de ce soir, que sur des reproductions de tableaux et de fresques. Il y a toujours un lien direct avec sa pratique artistique et son œuvre. L'intérêt que Delacroix porte à la photographie a été signalé dès 1929 par son biographe Raymond Escolier. Cet intérêt a attiré plus récemment, c'est-à-dire depuis les années 80, l'attention d'historiens de l'art comme Jean Sagne, Pierre Vess et Henri Zerner. Et moi, je m'y intéresse depuis une vingtaine d'années uniquement du point de vue strictement lié à l'histoire de la photographie. Voici la chronologie qu'on peut donner en quelques mots. Delacroix
a un cousin, Léon Riesner, qui est peintre comme lui et qui est de 10 ans son cadet, et qui, en 1842, se met à faire du daguerréotype. Vous avez ici 2 portraits de Delacroix faits par Léon Riesner, 2 portraits parmi 4 ou 5 qui sont conservés au Petit Palais ou au musée d'Orsay et au musée d'Orsay. Il le photographie ici à Frépillon, demeure familiale de la famille Riesner, en 1842. Riesner ne s'arrête pas là. Maintenant, vous trouvez aussi sur le site de Paris Musée et du Petit Palais les daguerréotypes de Riesner qui ont été numérisés. Il se photographie lui-même, il y a des autoportraits, il photographie son épouse, sa petite fille, et il photographie des modèles, ce qui retient l'attention de Delacroix. Voilà, vous avez ici un très bel autoportrait un peu flou de Riesner et une très belle étude de modèles par le même Riesner, et donc des images que certainement Delacroix a vues et qui ont accroché son intérêt pour la photographie. Intérêt qui recommence au début des années 1850, quand Delacroix rencontre un curieux personnage, Eugène Durieux, un juriste très sérieux de formation qui a fait carrière au ministère de l'Intérieur, avant d'occuper, à partir de février 1848, nomination politique évidemment, vu la date, le poste de directeur général de l'administration des cultes. Comme directeur des cultes, Durieux institue une commission des arts et des édifices religieux, bien étudiée par Jean-Michel Legnaud, et c'est à cette occasion que Delacroix fait sa connaissance en février 1850, puisqu'il fait partie de cette commission. Durieux était également à ses heures poète et auteur de pièces de théâtre. Et en plus de ses intérêts déjà contrastés, il ajoutait celui de la photographie en amateur. Il la pratiquait déjà en 1848, et au sein de cette commission des arts et des édifices religieux, il était un fervent soutien du recours à la photographie pour l'inventaire des monuments historiques. Il montre en 1948 sa production à Mérimée, lequel écrit cette année-là à Viollet-le-Duc. Je comptais vous rencontrer chez Monsieur Durieux qui montrait ses daguerréotypes, vraiment très curieux. On n'en saura pas plus puisqu'on ne sait pas de ce qu'il représentait, si c'était des modèles ou des cathédrales. Durieux apparaît dans ce contexte comme un des inspirateurs de la mission héliographique de 1851. C'est cette rencontre qui relance l'intérêt de Delacroix pour la photographie. En septembre 50, il mentionne dans son journal Laurence, il s'agit du peintre Jules Laurence, m'apprend que Ziegler, il s'agit du peintre Jules Ziegler, fait une grande quantité de daguerréotypes et entre autres des hommes nus. J'irai le voir pour lui demander de m'en prêter. Voilà, vous avez ici Ziegler, photographié par Bayard, et Durieux en autoportrait. Les contacts de Delacroix avec Durieux l'amènent à adhérer, comme Durieux et Ziegler, à la Société héliographique qui rassemble, outre des photographes, beaucoup de personnalités s'intéressant aux possibilités de la photographie en 1851. Mais rien n'indique que Delacroix se soit impliqué dans les séances et les activités de cette société. En 1953, donc on suit la chronologie de ce qu'on sait de l'intérêt de Delacroix pour la photo, il note dans son journal, lors d'une visite de Léon Riesner et de son vieil ami Pierret, après dîner, ils ont regardé les photographies que je dois à l'obligeance de Durieux. Il précise plus loin dans son journal que ces photographies représentent des modèles nus. Donc on a vraiment une continuité d'intérêt liée à son œuvre peinte et à sa pratique de dessinateur. Donc on en déduit qu'en 1953, Durieux a déjà donné des photos de modèles à Delacroix. Après la mort de l'éphémère Société héliographique de 1951, une nouvelle société voit le jour durant l'été 1954 sur le modèle de la Royal Photographic Society fondée à Londres en 1953. C'est à Durieux, très actif et très central dans toutes ces affaires, qu'a été confiée la rédaction des statuts de cette société, qui existe toujours, qui est 71 rue de Richelieu, et avec qui nous avons des relations scientifiques soutenues, toujours depuis 1854.
Donc c'est à Durieux qui a été confié la rédaction des statuts de la Société française de photographie, puis sa présidence qu'il conservera jusqu'en 1857. C'est ce même été de fondation de la Société française de photographie que Delacroix organise chez Durieux 2 séances de pause successives, le 18 et le 25 juin 1854, dans l'atelier de Durieux, 40 rue de Bourgogne, au 7e étage. On sait que c'est au 7e étage parce qu'il a oublié ses lunettes et il remonte les chercher et il dit « j'ai dû remonter les 7 étages de Durieux ». Donc voilà, on a toutes les précisions, le dernier étage étant mieux pour la lumière dans les ateliers d'artistes. Le peintre paysagiste grand ami de Delacroix, Paul Huet, est également présent. Durieux a réalisé le portrait de Paul Huet, comme celui de Delacroix que vous voyez ici. Lors de cette fameuse séance, 26 épreuves d'après 2 modèles sont réalisées sur les indications de Delacroix, qui passe toute la journée à faire poser les modèles. Donc là, je décris... Voilà. Là, j'ai besoin de l'aide de Gennaro pour montrer les images de cet album. Je montrerai après. Qu'on ne va pas feuilleter parce qu'il a été démonté, ce qui est mal, mais ce qui est plus pratique pour l'exposer et l'étudier. Mais on a gardé le montage original. Rapidement, cette planche 1 représente, comme vous voyez, un modèle masculin assis. Elle a été offerte par Durieux à Delacroix en 1953. Et on sait que ça fait partie des images que Delacroix a montrées à Riesner, qu'il lui a emprunté ou qui en a eu un autre tirage, parce qu'il en a fait un dessin que, opportunément, on conserve dans nos collections. Donc on peut comparer, mais en fait, je n'ai pas oublié d'en faire une photo. Mais enfin, je vous le garantis qu'il y a un dessin de Riesner d'après cette image-là. Ensuite, nous avons les photographies suivantes qui sont posées par Delacroix et qui sont très différentes. Et c'est là qu'on peut dire que peut-être Delacroix est un peu l'auteur de ces images, très différentes des images que Durieux fait tout seul quand il n'est pas sous la direction de Delacroix. Pourquoi ? Parce qu'il existe un album de photos qui se trouve à la George Eastman House à Rochester, qui appartenait à la collection de Gabriel Cromer, dont la veuve l'a vendu en 1939 aux États-Unis, et qui représente... Il me faudrait revenir sur le PowerPoint, s'il vous plaît. Voilà un album de Durieux avec sa propre photo. Vous voyez que le montage est assez curieux. Donc vous avez 2 reproductions d'œuvres graphiques, un portrait de femme drapée dans un tissu oriental et le portrait de Durieux dans un petit coin. Cet album est entièrement en ligne. Voilà, alors j'aime beaucoup les mises en scène de Durieux, dont on peut faire des analyses que je laisse à votre idée. Alors c'est peut-être encore Huet, je ne suis pas très sûre, entouré de 3 créatures qui sont des actrices et un modèle. Et voilà un autre. Voilà, donc on est très loin de Delacroix. Et quand il fait poser des modèles, là, donc vous avez une juxtaposition entre un modèle par Durieux et une gravure de Dürer. Je n'ai pas la clé de ce rapprochement, mais enfin, voilà, c'est un sujet d'étude intéressant. Donc en fait, il s'agit beaucoup plus de tableaux que d'études de modèles tels que le souhaite Delacroix. Voilà. Là aussi, vous avez une actrice en costume 18e avec toujours sur la peau de panthère qu'affectionnait Durieux dans ses mises en scène. Vous avez un modèle dans une scène de drapé plus orientaliste et que Barthélemy commentera peut-être.
Donc on peut revenir à l'album et montrer quelques images. Ce qu'on peut en dire d'important, c'est que ce sont des photographies d'après et des négatifs sur papier. En 1854, il existait déjà des négatifs sur verre, mais Durieux continue à employer le négatif sur papier. Delacroix a souligné lui-même qu'il le préférait, car il dit dans son journal en 59, « Les photographies qui saisissent davantage sont celles où l'imperfection même du procédé, pour rendre d'une manière absolue, laisse certaines lacunes, certains repos pour l'œil, qui ne lui permettent de se fixer que sur un petit nombre d'objets. » Donc ce flou, qui est propre au négatif papier, au grain, a été accentué, je pense que tu peux en passer d'autres, a été accentué expressément à la demande de Delacroix sur certaines poses qui sont vraiment imprécises, bougées, floutées, parce que c'est ce qu'il souhaitait avoir. Okay. Tu peux continuer, oui. Donc vous voyez qu'il y a très peu d'accessoires. Non, après c'est voilà, très peu d'accessoires, des étoffes de couleur claire, enfin des accessoires d'atelier, une perche dont le modèle se sert pour s'appuyer, une peau de panthère qui est la petite touche de Durieux. Et sinon, tout le reste sont des accessoires d'atelier habituels. On connaît un peu de choses sur cette séance de pose grâce au journal de Delacroix. Le modèle masculin s'appelle le Bohémien, d'après Delacroix. Il apparaît tout à fait évident que c'est un modèle professionnel. Il est présent seul sur 17 vues de l'album et sur les 9 autres en compagnie d'un modèle féminin qui est aussi un modèle professionnel. Son nom à elle est inconnu, mais on la trouve posée l'année suivante en 1955 pour 2 photographes, Louis-Camille d'Olivier, qui est un photographe peintre, puisqu'il est élève de Léon Cogniet, et d'autre part, un autre photographe qui s'appelle Jules Boitouzet, qui est spécialisé dans les nus d'atelier et les reproductions de tableaux. C'est chez Durieux qu'on la rencontre, cette jeune Italienne, certainement, pour la première fois. Il est probable qu'elle a été choisie parce qu'elle fréquentait les ateliers de peintres avant de travailler pour ces photographes. Ce qu'on peut dire, mais Barthélemy y reviendra, on peut peut-être passer, voilà, c'est à quoi servent ces académies. Elles servent à Delacroix à dessiner, car il dessine quotidiennement. Comme un pianiste fait des gammes, de nombreux dessins sont datés. Ceux qu'on peut rapprocher des photographies de l'album sont datés entre 54 et 56. Alors on a dit souvent qu'il se servait de ces photographies quand il n'avait pas de modèle disponible, c'est-à-dire quand il était à Champs-Rosay ou à Dieppe. C'est vrai, mais on a aussi une notation sur un dessin qui indique qu'il a été fait à Paris le 15 août 1855. Il dit le matin à la cérémonie, c'est-à-dire qu'il a emporté son album de photographies et de quoi dessiner d'après au Te Deum célébré à Notre-Dame ce matin-là, qui trouvait sans doute un peu long. Donc voilà, on en a cette annotation assez intéressante sur sa façon de travailler de Delacroix. Mais d'autres ont effectivement été faits à Dieppe. Dans le même dans le même album, il y a 2 études de modèles. Donc le modèle que vous voyez à droite, qui a servi pour une odalisque de 1857. Le modèle a été identifié. Il s'agit d'une actrice qui figurait dans des tableaux vivants et des pantomimes au théâtre de la Porte Saint-Martin en 1853 et qui a aussi posé pour des photographes, Félix Moulin en particulier en 52 et 53.
On la retrouve aussi dans l'album Durieux de Rochester. Ça indique sans doute que le fait que ce soit une actrice, peut-être que c'est Durieux qui donc fréquentait à la fois les théâtres et les actrices, qui a suggéré qu'elle pose pour Delacroix. Vous voyez la liberté que prend Delacroix par rapport à cette pose photographique. Évidemment, il n'a pas du tout la même manière qu'on trouvera plus tard chez des peintres comme Gérôme ou Falguière de se servir de la photographie. C'est juste une stimulation de départ amalgamée à d'autres ingrédients et pas du tout comment dire, une copie littérale. L'album Durieux. Alors, il faut que tu passes aux 3 dernières images de l'album. Parce qu'il se clôt sur 3 tirages complètement différents, au point qu'on ne sait pas s'ils sont de Durieux. C'est un même modèle féminin, drapé jusqu'à la taille, assis sur un fond de toile, devant un fond de toile uni. C'est un... Voilà. Alors, attends. Il faut repasser à l'album, voilà. Alors, la première, vous voyez la différence entre un négatif sur papier et un négatif sur verre, c'est dans l'album, mais ça coexiste à la même époque, mais l'un est flou et l'autre est beaucoup plus net. Et tu passes aux 2 suivants. Voilà. Alors, ces 3 images font partie d'une série beaucoup plus large. On va en retrouver 4 épreuves dans le second album Delacroix, qui, elle, se retrouve... On va repasser au PowerPoint. Ah zut, non, zut. Voilà, se retrouvent dans d'autres collections. Ces 3 variantes d'après le même modèle ne sont pas dans l'album Delacroix, elles sont dans les collections du musée Paul Getty. Il y en a qui a aussi toute une série d'après une petite fille. Il y en a aussi quelques-uns au Metropolitan, ce qui veut dire que cette série-là a été faite au-delà, enfin, a circulé au-delà de Delacroix. Alors que une des caractéristiques des photos des albums de Delacroix, à part quelques-unes, dont celle-ci, c'est qu'on ne les trouve que dans les albums de Delacroix, ce qui incite à penser qu'ils sont assez proches d'une commande faite par Delacroix lui-même. Donc je passe la parole à Barthélemy qui va... Voilà, je sors de là. Merci Sylvie, et merci pour m'avoir invité à réfléchir sur, alors de nouveau Delacroix et la photographie, mais où on est très tributaire des travaux de Sylvie et des autres historiens qu'elle a nommés, Jean Sagne, Pierre Vess et Henri Zerner notamment, mais également à réfléchir sur le second album qui vous sera présenté tout à l'heure et qui est très différent, enfin assez différent du premier, et qui introduit d'autres éléments de réflexion dont on vous fera part, parce que nous avons échangé là-dessus, et à ce moment-là, on parlera peut-être complètement à 2 voix à la fin de cette séance. Mais avant d'aborder ce second album, je voudrais ici revenir présenter la situation de Delacroix dans les années 1850 ou à partir du milieu des années 1840, qui correspond donc à son intérêt pour la photographie naissante, le daguerréotype d'abord, et puis les négatifs sur verre ou sur papier ensuite, et qui est pour lui une période qui a fait l'objet d'une exposition dont certains d'entre vous se souviennent peut-être, en 1998 au Grand Palais, qui s'appelait Delacroix, les dernières années. En effet, ces dernières années de Delacroix, ces 20 dernières années, sont assez typées dans son œuvre, enfin dans sa vie, dans sa carrière, dans sa création, et sont assez différentes des années antérieures pour un certain nombre de points que je vais vous développer ici. Il y en a un, c'est le premier, qui, pour l'instant, n'a pas encore fait l'objet d'études très précises et approfondies. On se contente de le noter, alors que
je pense qu'il est tout à fait fondamental pour comprendre la carrière complète de Delacroix, et pas simplement ces dernières années. Ce sont les reprises qu'il fait quasiment systématiquement à partir du milieu des années 1840, que ce soit un thème qu'il traite à ce moment-là et qu'il développe au travers de très nombreux petits formats jusqu'à la fin de sa vie, ou que ce soit la reprise dans un ou deux tableaux de grands formats ou de moyens formats qu'il a fait auparavant. Alors voyons à quoi cela peut ressembler. Voilà un premier exemple qui date en réalité des débuts, enfin de la première partie de la carrière de Delacroix, qui montre que cette question de la reprise du sujet est chez lui un élément permanent. C'est le thème du Giaour et du Pacha. C'est une photographie que j'ai prise à la récente rétrospective de Delacroix en 2018 au Louvre, où vous avez une première lithographie, un tableau au milieu qui est en fait les deux dates, le tableau de 1826, la lithographie de 1827-1828, et vous avez toujours sur le même sujet du combat du Giaour et du Pacha, le tableau de droite qui date de 1835. Donc sur 10 ans, Delacroix reprend dans des médiums différents d'ailleurs le même sujet, dans une variation là, vous avez les deux tableaux, et ici, vous l'avez peut-être vu cet été, il y a eu une exposition au musée Delacroix où n'étaient présentés que les deux tableaux côte à côte, la lithographie étant avec d'autres lithographies à un autre endroit de l'atelier. Cette question, voilà les œuvres elles-mêmes, qui vous montre à la fois la permanence du sujet et les différences que Delacroix apporte lui-même dans sa création, dans les rapports entre les différents personnages, la composition, le format, etc. Ce qui, je trouve, est intéressant, car vous allez voir que c'est très systématique dans son œuvre, ça se multiplie à partir donc, de 1845-1850, ce que je pense intéressant, dans son rapport à la photographie, vous avez déjà pu le voir tout à l'heure avec la présentation du premier album, vous avez cet effet de variation dans la disposition des modèles. Alors, je vais maintenant accumuler, parce que enseigner c'est répéter, les exemples qui vous montrent qu'il ne s'agit pas là d'un processus unique ou isolé dans la création de Delacroix, mais qu'en fait, c'est véritablement systématique dans son œuvre. Il n'y a pas que ça, mais c'est quelque chose de permanent, comme le montrent ces trois versions de La fiancée d'Abydos d'après Byron, qui s'échelonnent, je ne vais pas vous abreuver sous les dates, entre le milieu des années 1840 pour celle de gauche et 1857 pour celle de droite. Donc, presque 10 ans séparent les deux, enfin celle du centre et celle de droite, alors qu'on pourrait penser aller voir qu'elles ont été exécutées en même temps, ou en tout cas dans la foulée. Et on peut multiplier les exemples. Ici, la mort de Lara, dans deux versions qui, elles, sont un peu plus rapprochées, où Sylvie a fait allusion au Hamlet, qui est montré en ce moment sur le site François Mitterrand dans l'exposition Baudelaire. Le thème d'Ophélie a été là encore traité par Delacroix sur plusieurs années, à la fois en lithographie, en peinture, de façon, enfin dans une orientation, dans une autre. On voit bien qu'il y a chez lui cet effet de transmutation du sujet qui, alors ça c'est l'exemple le plus connu et je dois dire le plus intéressant, s'échelonne ici à 30 ans d'intervalle, c'est-à-dire que la lithographie de gauche, qui est une épreuve d'essai avec des remarques, date là encore de la fin des années 1820. Le tableau de droite qui reprend en sens inverse cette lithographie date en fait de la fin des années 1850, et entre les deux, vous avez les deux versions que Delacroix a présentées au salon. Enfin, il y en a la première, celle qui est au musée de Francfort en haut au centre, a été refusée par le jury, et l'année d'après, celle du bas a été, elle, acceptée et présentée au salon de 1839. Donc on a ici, vous le voyez, sur 30 ans de distance, le même thème d'Hamlet et Horatio au cimetière. Alors, je ne vais pas développer sur le rapport que ça a avec le texte de Shakespeare, mais Delacroix est très très précis, mais choisit certains éléments du texte pour appuyer son travail. Et après, dans le choix du format, dans le hauteur rectangulaire, enfin hauteur ou largeur, dans le choix des éléments, dans le choix du décor, etc., met en avant tel ou tel aspect
qui lui permet de donner un sens différent à une composition qui est de même sujet. Alors, nous rentrons ici dans un autre aspect de ce type de création, qui est la reprise du même thème, mais dans des compositions cette fois-ci complètement différentes, et là encore à plusieurs années d'intervalle. C'est-à-dire à gauche, l'aquarelle, aujourd'hui non localisée, c'est pour ça que la photographie est en noir et blanc, des convulsionnaires de Tanger, aquarelle réalisée au Maroc, enfin juste après le séjour du Maroc, quand Delacroix était en quarantaine à Toulon en 1832. Et les deux versions, celle du milieu des années 1830 et celle du milieu des années 1850, du même sujet, et on voit parfaitement qu'il y a une évolution où la peinture est encore dans la continuité de la lithographie, du dessin qui lui-même était directement ancré dans la réalité que Delacroix avait pu connaître quelques mois auparavant, alors que la version du bas du bas à droite est très très différente. On voit qu'on est ici à l'extérieur de Tanger et pas dedans, avec une composition, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, qui en fait se rapproche de certains tableaux inspirés de Walter Scott. Donc on est plutôt ici du côté de scènes médiévales, en tout cas dans les arrangements des personnages par rapport au décor, ce qui peut paraître un peu surprenant, mais on comprend à ce moment-là la création permanente de Delacroix qui revient sur les mêmes sujets en les arrangeant de façon complètement différente, comme c'est le cas pour les femmes d'Alger. Vous avez ici les dessins faits à Alger, le tableau bien connu du Louvre, donc du début des années 1830, et la seconde version faite à la demande d'Alfred Bruyas, dans un format plus petit, qui est aujourd'hui au musée de Montpellier, qui est d'une quinzaine d'années postérieure, 1849 à la version du dessus, où Delacroix a complètement changé l'atmosphère, même si les personnages sont à peu près identiques et disposés de la même façon, et eux très ancrés dans la réalité du voyage marocain. On peut multiplier comme cela les exemples avec le sultan du Maroc, là encore les croquis de Delacroix faits et l'écrit fait en 1832, le dessin préparatoire au tableau de 1845 que vous avez en bas, et la seconde version, beaucoup plus petite, qui est aujourd'hui à la Fondation Burle à Zurich. Donc les tableaux ici sont de même format, mais en fait le tableau de gauche est l'un des plus grands que Delacroix ait peint, et celui de droite est un petit format, dans un style tout à fait différent, avec encore des changements de personnages par rapport à la scène d'origine. En 1855, Delacroix, donc au moment où on est là dans la période photographique, si je puis dire, de Delacroix, Delacroix peint pour l'exposition universelle, la commande que l'État lui a faite, la chasse au lion, que je ne vous montre pas ici, elle est au musée de Bordeaux, amputée du tiers supérieur qui a disparu dans l'incendie de la mairie de Lyon de Bordeaux, à la fin du XIXe siècle, et qui reprend un thème lui-même inspiré de Rubens que Delacroix a traité en grand, en petit, et dans différentes versions qui là encore s'échelonnent sur plusieurs décennies. Je terminerai cette évocation donc de la reprise permanente chez Delacroix du même thème ou de compositions antérieures par deux exemples qui vont nous mettre beaucoup plus directement dans le rapport à la photographie. Le premier de ces exemples, c'est ces deux Christ qui font partie d'un ensemble beaucoup plus considérable, que j'ai pris là encore, j'ai pris la photographie à l'exposition de 2018 au Louvre, et qu'on peut très évidemment rapprocher, on le verra tout à l'heure, d'une des photographies du second album. De la même manière que vous avez ici 4, et il y en a encore plus, des petites piétas que Delacroix a exécutées tout au long des années 1840 et 1850, ce qui nous amène à la seconde grande caractéristique de ces années 1840-1850, c'est que l'activité de Delacroix se structure encore plus à partir de ce moment-là autour des commandes de grands travaux décoratifs qui se succèdent. Le premier de ces décors, c'est la Pietà de Saint-Denis du Saint-Sacrement en 1844, que vous avez ici, et vous voyez qu'on est tout à fait c'est le même thème que celle des 5 petits tableaux que je vous ai montrés tout à l'heure.
Le second de ces grands travaux, c'est la galerie d'Apollon au Louvre en 1850-1851, le plafond central que vous avez là. La troisième de ces commandes, c'est les grands travaux décoratifs de Delacroix qui ont été perdus lors de l'incendie de l'hôtel de ville pendant la Commune, le salon de la paix, donc à l'hôtel de ville qu'il a peint en 1852-1854 et que nous ne connaissons. Alors, il existe une photographie, pas de Delacroix, mais qui a été faite à l'époque, dont on a la trace dans un catalogue de 1930 et qu'on a perdu depuis. Donc si quelqu'un la retrouve, qu'il nous la montre, parce que c'est le seul témoignage qu'on aurait de l'intérieur de Delacroix, qu'on ne connaît sinon que par des gravures qu'il a faites faire, pas de photographie. C'est intéressant. Il n'a pas commandé de photographie, il a commandé des gravures qui sont malheureusement pas d'une qualité extraordinaire, mais qui nous permettent d'imaginer le décor. Il y avait un plafond, et il y avait des séries de peintures sur les murs, dans un décor très lourd, doré, avec peu de lumière, des rideaux rouges. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas eu de photographie. Et donc le plafond, qui serait intéressant de comparer avec celui d'Ingres, qui lui avait fait l'autre salon en pendant, la paix descendant sur la terre, dont on a des esquisses, celle-ci est conservée au musée Carnavalet, et des séries sur les dieux d'une part, et la vie d'Hercule, les travaux d'Hercule, qui nous mettent directement dans le second album, puisque une des photographies, on peut déjà le dire, je crois, oui. Une des photographies est en rapport direct avec une des figures d'Hercule de ce salon, mais qu'on ne connaît là encore que par des esquisses ou des travaux préparatoires. Le dernier de ces grands décors, tout le monde le connaît, c'est la chapelle des Saints-Anges à Saint-Sulpice, avec le plafond, la coupole, Saint-Michel terrassant le dragon, et les deux grandes compositions de chaque côté, Héliodore chassé du temple, et la lutte de Jacob avec l'ange. Si je vous parle de ces grands décors, c'est qu'ils introduisent à une autre dimension du travail de Delacroix pendant ces années, qui, à mon avis, a son importance aussi pour son rapport à la photographie, qui est que ces grands décors, Delacroix les a conçus dans la continuité de ses modèles antérieurs. Quand on lui commande la galerie, le plafond de la galerie d'Apollon, il écrit à un de ses amis il va falloir se tenir ferme parce que le pas est glissant. On m'a donné à peindre au milieu du plus bel endroit du monde, le Louvre, mais à côté des peintures de Lebrun. Et donc pour lui, peindre ces grands décors, c'est s'inscrire dans la continuité de Lebrun, de Rubens, donc des grands décorateurs de l'âge baroque, mais aussi des Caraches, mais également des grands décorateurs vénitiens, véronèses du XVIe siècle, de Raphaël, donc de tous ces grands décors dont il est imprégné et qu'il connaît encore mieux. Il n'a jamais été en Italie, il ne les connaît que de seconde main, parce que, comme l'a dit Sylvie tout à l'heure, il avait chez lui, où il se faisait prêter, les premières photographies qu'on faisait de ces décors. Donc, il y a chez lui une réflexion permanente sur son art par rapport à tout l'art, si je puis dire. On verra tout à l'heure l'art de ses contemporains, également par le médium de la photographie, mais aussi l'art antérieur. Donc, aussi bien dans cette reprise permanente de thèmes et cette iconographie complètement bouleversée, changée, modifiée chez lui, que par son rapport aux modèles antérieurs, il y a une vraie réflexion sur l'art, sur les moyens de l'art, sur la reproduction, sur l'image et le rapport des images des unes avec les autres. Et il ne faut pas oublier que ces années, 1845-1860, sont aussi celles de l'écriture de son journal. C'est à partir du début des années 1840, après une crise de laryngite qu'il tient chez lui, que Delacroix s'est mis à noter au jour le jour, alors un peu les événements, comme ce dont il a été question tout à l'heure, mais surtout, et de plus en plus, à partir de la fin des années 1850, quand il est élu à l'Institut, ses réflexions sur l'art en général. Alors on les date de telle ou telle période parce qu'il utilisait des agendas pour lesquels on a évidemment les dates qui étaient marquées sur les agendas. Ça ne veut pas forcément dire que les choses ont été écrites à tel ou tel moment. En tout cas, elles ont été écrites à telle année, puisqu'il changeait d'agenda chaque année. Et vous avez ici la présentation de 5 des agendas.
c'est là où Eric, vous l'a dit tout à l'heure, intervient l'INHA parce qu'une partie de ces agendas est conservée à la bibliothèque de l'INHA, comme une partie de la correspondance ou des manuscrits de Delacroix. Et ces réflexions concernent l'art en général, en partie la photographie, le dessin, la gravure. Donc on sent chez lui de plus en plus ce processus réflexif, aussi bien dans sa création que dans son écriture. Et je pense que cela a à voir avec la manière qu'il va ensuite avoir d'aborder la photographie, ce qui nous amène maintenant au second album, voilà. Au deuxième album. Donc ce second album, entré par Dation en 2019, est beaucoup plus hétéroclite que le précédent. Il a été... Alors, s'il y a une malédiction sur les deux albums de Delacroix qu'on connaît, parce qu'il a aussi été remonté par son précédent propriétaire qui n'a pas conservé la couverture d'origine. Heureusement, il a laissé les photographies sur leur page d'origine, ce qui indique quand même pas mal de choses. Il y a 41 photographies choisies par Delacroix. Les images sont techniquement disparates. Il y a des négatifs sur papier, des négatifs sur verre, des formats divers. Ce sont toujours uniquement des nus académiques, hommes, femmes et enfants. Beaucoup plus d'auteurs que dans l'album précédent, beaucoup dans les auteurs, à mon avis, d'amateurs. Aussi quelques images par des photographes professionnels, Valout, Villeneuve, Quinet et Belloc. Donc, amateur, là voilà, c'est un Hercule bien caractérisé. La très grande majorité des épreuves semblent, comme celle-là par exemple, avoir été réalisées à la demande de Delacroix. Alors, est-ce que c'est par Durieux pour certaines, par Riesner, par Ziegler, d'autres amateurs qu'on ne connaîtrait pas? Mais certaines épreuves sont un peu maladroites techniquement pour être attribuées à ces trois amateurs quand même très avisés. Par rapport à l'autre album, encore un Hercule avec son arc, on retrouve le même cadrage serré autour des modèles, la mise en valeur de la musculature, les lignes du corps, l'absence de décor la plupart du temps, ou du moins le fait que le décor ou le contexte sont très secondaires. Sur les sujets rassemblés, on le verra plus loin, on voit aussi des traces de peinture, quelques traces de peinture qui maculent certaines pages, la peinture rouge, donc là ça va, on est dans la gamme chromatique de Delacroix, des traces de térébenthine, de cicatif, d'huile sur les dernières pages, ce qui indique que c'était vraiment un objet d'étude et de travail pour l'artiste. Alors, donc j'en reviens à oui, il faut que je revienne à mon pot. Voilà, je voudrais retourner sur mon pot. Voilà, alors. Zut. Oui, mais là. Est-ce qu'on peut retourner sur le. Voilà. Attendez. Eh ben, ah voilà, ça avance comme ça. Alors, donc, quand le propriétaire de l'album, Gérard Lévy, me l'a montré, il m'a dit c'est un album de Delacroix parce que regardez Sylvie, il y a cette photo de Valout Villeneuve qui représente un modèle en costume et j'ai acheté récemment dans une vente un calque avec le cachet de l'atelier Delacroix qui est un calque qui a été fait d'après cette photo. Donc comme cette photo est dans l'album est forcément de Delacroix. Alors je dis oui, c'est un indice, mais c'est quand même un peu mince parce que cette photo a pas mal circulé, elle a même été déposée au dépôt légal, donc c'est pas parce qu'elle est dans cet album que c'est un album de Delacroix. Mais ce qu'on a trouvé au moment de l'exposition de 2008 et qui était beaucoup plus convaincant, c'est que dans cet album, vous avez ce suivant à peu près ces trois études de modèles, donc très académiques, et qu'on peut mettre en relation avec un... Ouais,
voilà, mettez-le en grand. Une feuille de dessin de Delacroix qui date de mai 62 et qui est conservée au musée de Besançon, voilà, et qui est clairement faite d'après ces 3 images. Et donc le dessin les reproduit les 3 et presque dans l'ordre où elles apparaissent dans l'album. Alors là, on s'est dit, c'est bon, on tient un second, ou du moins un deuxième, on peut toujours espérer qu'il y en ait d'autres, un deuxième album de Delacroix. Donc l'étude de cet album devient d'autant plus intéressante. Alors, donc l'album, on le verra. Si tu peux revenir au début et montrer les 6 premières images. Les 6 premières photos représentent Hercule avec sa massue et son arc, qui sont donc un sujet en rapport avec le cycle du Salon de la Paix de l'Hôtel de Ville, dont Barthélemy vient de parler. Et après, je vais te faire passer aux planches 23 et 24, 2 études de crucifixion qui, elles, se rapprochent des crucifixions peintes pendant cette période-là. Alors, ces 2 poses du Christ en croix sont à rapprocher. Alors, c'est un peu agaçant parce que l'anecdote ne colle pas tout à fait aux images, mais il y a quand même quelque chose avec quelque chose que raconte le fils de Paul Huet dans une biographie qu'il a consacrée à son père. Donc son père, ami de Delacroix, et dont on sait qu'il a assisté aux séances de juin 54 chez Durieux. Il écrit « Il existe un daguerréotype », alors daguerréotype, photographie à l'époque, la terminologie est floue, fait chez Durieux à l'époque où il s'y retrouvait avec Delacroix au moment de l'invention et du premier enthousiasme qui le représente, donc il représente Huet, dans la pose du Christ lors de la flagellation. Alors là, c'est pas bon, c'est pas une flagellation, mais ça pourrait être une série. Le torse, les bras sont superbes, la tête, le regard au ciel est d'une belle expression. Il avait alors 43 ou 44 ans. Donc à ce moment-là, en 54, Huet, qui est né en 1803, a plutôt 51 ans, mais ça, c'est pas très grave. Donc, ce n'est pas lui, mais ça veut dire qu'il y aurait d'autres photographies où Huet aurait posé pour Durieux et Delacroix, et qui seraient déjà en lien avec la passion du Christ. Donc, ceci serait une suite, et ça conforte l'idée alors ça introduit l'idée que les modèles pourraient être d'autres peintres, ça c'est donc il n'y a plus qu'à les reconnaître. C'est le livre à la sagacité des historiens de l'art, et que donc il y aurait eu beaucoup d'autres études de modèles d'après, représentant la passion du Christ. Alors, Gennaro, il faut revenir aux planches 13 à 19. Qui, elles, pourraient être attribuées aussi à Durieux. Voilà, vous voyez cette bacchante, et vous voyez que cette bacchante, surtout, s'appuie sur une superbe peau de panthère qu'on trouve à la fois dans l'album de Durieux, personnel de Durieux, qui est à Rochester, et dans le premier album de Delacroix, qu'on a vu tout à l'heure. Donc ce n'est pas parce qu'il y a une peau de panthère que c'est une photographie de Durieux, mais quand même dans le contexte, c'est un fort indice. Voilà. Et en plus, cette bacchante couronnée de fleurs est tout à fait dans le style de Durieux. Si tu peux montrer les suivantes, il y a un moment où elle est voilà. Alors, chose intéressante photographiquement, il y a 2 fois le même tirage qui apparaît, quelquefois tiré en clair et quelquefois en plus foncé, selon peut-être les usages que Delacroix voulait en faire. Alors, un peu plus loin, tu vas la voir, plus loin, elle réapparaît, non, c'est pas, alors il y a une autre qui est intercalée, ça c'est encore une autre. Voilà, là, il y a le visage est voilé.
Alors, si on revient à la précédente, je pourrais aussi noter quelque chose, parce que je cherche des indices et je fais des remarques. Que voyez-vous sur cette image? C'est que le sol, on n'est pas au 7e étage chez Durieux, parce que par terre, c'est des pavés. Donc, dans cet album, il y a un certain nombre d'images qui sont faites en plein air, peut-on supposer d'après le sol. Alors où est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est fait à Paris? Dans quelle cour? Dans quel hôtel particulier? Dans quel contexte? On doit quand même être dans un endroit où on peut faire poser des modèles nus dans une cour sans que ça crée de troubles chez les autres habitants, s'il y en a. Voilà, donc ça, ce sont plutôt des questions. Et à la fin de l'album, on a aussi... Est-ce qu'on peut remettre le PowerPoint? Pardon. Voilà, donc vous voyez, on a ici 2 des 4 modèles masculins. On reconnaît qu'il s'agit de la même série que celle du Metropolitan, du Getty et du premier album de Lacroix, parce que le rideau derrière est semblable, et puis quand il n'y a pas le rideau, c'est au moins la même chaise, donc il y a une vraie continuité. Alors ça, ces photos-là, elles sont... Non, ça c'est autre chose. Elles sont vraiment très importante, parce que je n'arrive pas à savoir qui peut en être l'auteur. Je ne sais pas si c'est... Je ne pense pas que ce soit Durieux, peut-être c'est Riesner, je ne sais pas, ou un autre photographe, mais elles sont vraiment comme photographies d'études de modèles faits au milieu des années 1850, d'une qualité extrême, avec des modèles professionnels et des très belles compositions. Est-ce que si on peut revenir à l'album, si tu peux montrer les dernières études. Voilà, donc vous avez ce modèle-là. Ce sont aussi évidemment des modèles professionnels, parce qu'ils ont une morphologie qui correspond tout à fait aux besoins des études académiques. Voilà, et en plus une façon très professionnelle de poser en faisant valoir la musculature. Il y a une petite touche orientaliste avec le bonnet et l'étoffe. Voilà. Et donc celle-là, je ne sais pas si c'est Delacroix qui a dicté les poses ou si il a bénéficié d'une série qui existe par ailleurs. Donc, comme j'ai dit, ces photos existent aussi par ailleurs. C'est intéressant parce que ce qu'on peut dire d'un point de vue photographique, même si montre... Voilà, là on voit les traces d'huile ou de cicatifs sur les planches. Si tu peux montrer les toutes dernières images de l'album. Voilà, ça ce sont des photos commerciales, enfin commercialisées du moins. Celle-là aussi. Et voilà, donc les 4 dernières sont des photos de Valou de Villeneuve que Courbet a utilisées par ailleurs. D'ailleurs, un des modèles de Valou de Villeneuve est un des modèles bien connus de Courbet. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on comprend à travers cet album que Delacroix préfère faire appel à des amateurs travaillant pour lui ou dans son cercle que de prendre des études du commerce, même si on en prend quelques-unes. Donc, les images qu'on voit dans l'album sont connues souvent seulement à partir de ces albums et ont très peu circulé. Donc, ce qu'on peut dire d'un point de vue photographique, c'est que, et en lien avec évidemment l'utilisation de la photographie par les artistes, c'est que les artistes ont réellement, et au-delà de débats théoriques, travaillé avec la photographie et qu'ils se la sont appropriés, chacun à sa manière, sans se satisfaire seulement des épreuves commerciales, qui par leur abondance et une sorte de banalité ou d'académisme dissimulent ces pratiques personnelles avec des épreuves rares, mais sans doute beaucoup plus significatives. Parce que faire réaliser des photographies pour lui seul par des proches ou des artistes eux-mêmes permet à Delacroix de rester proche d'une séance où dans son atelier il est avec un modèle vivant.
Et ça veut dire aussi que les photographies qui sont dans ces albums, et ces modèles et ces poses ne sont vues que par lui et par son cercle, ce qui ne veut pas dire que les poses ne se retrouvent pas dans d'autres tableaux, comme Barthélemy va l'indiquer maintenant. Voilà ce que je peux dire. Et pour terminer, une dernière chose, je veux revenir à mon PowerPoint. Voilà, ça c'est une citation du Tilleux, qui est un ami de Delacroix, qui laisse ouvert la possibilité qu'on retrouve d'autres albums, puisqu'il dit « Delacroix n'admirait pas les photographies seulement en théoricien, il dessina considérablement d'après les plaques daguerriennes. » Et du Tilleux dit « Je possède un album composé de poses de modèles, hommes et femmes, qui furent indiqués par lui, saisis sous ses yeux par l'objectif. Phénomène incroyable, le choix de la nature, l'attitude et la distribution de la lumière, la torsion des membres sont si singuliers, si voulus, qu'on dirait de beaucoup de ces épreuves qu'elles ont été prises d'après des originaux même du maître. L'artiste était en quelque sorte souverain maître de la machine et de la matière. Le rayonnement de l'idéal qu'il portait en lui transformait en héros vaincus et rêveurs, nymphes nerveuses et pantelantes, des modèles à 3 francs la séance. Ça, c'est formidable, évidemment. On ne pourrait pas mieux dire. Et cet album-là, en fait, on ne sait pas où il est parce que celui de, comment dire... de Philippe Burti, qui a été donné au département, est passé directement de la vente de Delacroix à Philippe Burti et n'est pas passé par du Tilleux. Alors, sauf si Philippe Burti n'a pas dit la vérité, mais dans ce cas-là, l'album où il y a les nymphes nerveuses et pantelantes et les héros vaincus et rêveurs reste à découvrir. Donc, on vient d'en découvrir un deuxième. Voilà, celui-là reste peut-être à trouver. C'est certain qu'on ne sait pas combien il y avait d'albums de photographie. Alors, on va continuer en s'amusant un peu, encore plus, parce que moi, quand j'ai découvert ce second album, j'ai trouvé, vous l'avez vu, qu'il était très différent du premier. Il est sur Gallica aussi. Et on s'est empressé de l'y mettre entièrement. Et les photographies qu'il contenait ont éveillé en moi des associations qui n'étaient pas forcément, je dirais, hétérodoxes par rapport à l'idée qu'on se fait à la fois de Delacroix et la photographie, et de Delacroix et des relations avec les peintres de son temps. Alors, il faut savoir que, comme l'a dit Sylvie, Delacroix était un dessinateur permanent, c'est-à-dire qu'il n'arrêtait pas de dessiner de mémoire, de dessiner d'après le modèle, de dessiner du matin jusqu'après le dîner, puisque pour se détendre après le repas, il dessinait de mémoire. Ce sont des dessins à la plume qui sont très différents de ceux qu'on voit ici, mais qui participent du même phénomène où Delacroix reprend donc des images ancrées et il dessine des personnages qui peuvent en effet participer à une flagellation, à une crucifixion, à des scènes de bacchanal, etc. Cette masse de dessins, comme d'ailleurs toute sa documentation, ayant été révélée au public lors de sa vente après décès en 1864, qui a montré que Delacroix, contrairement à l'idée reçue à l'époque, et qui était vraiment une idée idiote, que Delacroix n'était pas un dessinateur, alors qu'en réalité, il dessinait, il a laissé plusieurs milliers de dessins et une documentation de plusieurs dizaines de milliers d'estampes et d'une considérable bibliothèque que malheureusement on ne connaît que par des mentions très générales lors de l'inventaire après décès et de la vente, qui ont été dispersées lors de la vente et qui constituent véritablement la base de son imaginaire. On rêverait d'avoir ça, ce sera impossible à reconstituer comme on l'a pour Ingres, puisque Ingres avait parfaitement l'équivalent et que tout ce qu'avait Ingres est conservé au musée Ingres à Montauban, où ça peut être exploré, et là aussi ça a été en partie mis en ligne. Alors, venons au rapport que peuvent entretenir ces photographies avec l'œuvre de Delacroix. Delacroix a appris dès le début de sa carrière et a pratiqué pendant toute sa carrière les études d'après le modèle à gauche, d'après le modèle posé académique à gauche, d'après les maîtres au centre, d'après Rubens, c'est 3 vues féminins, ou d'après des modèles qu'il faisait poser dans des poses moins académiques, si l'on peut dire, c'est Aspasie la Mauresque ou Aline la Mulatresse, suivant le terme qu'on lui donne, qui est sur la droite.
Et c'est ce que l'on voit dans l'album. Vous avez à droite une des photos qui m'a le plus amusé, parce que c'est tout de même assez rare, une photo de petit bambin, probablement, m'a dit Sylvie, le fils du modèle. Je ne sais pas si c'est le fils du modèle, je m'avancerai beaucoup en disant ça, mais disons que ce qu'on sait de la population des modèles professionnels, c'est que c'était des familles de modèles, où on avait le vieux père qui faisait job sur son fumier jusqu'au dernier né qui faisait le petit ange Raphaël. Vous avez à gauche, vous avez une étude aujourd'hui non localisée, c'est pour ça que je n'ai que la photo en noir et blanc, de Delacroix, d'après un des anges d'une des madones de Raphaël, et peut-être, est-ce pour cela, je me contente de faire ce type d'hypothèse, qu'il y a cet enfant dans l'album qu'on appellera l'album Lévy, enfin je ne sais pas s'il faut dire... oui, on peut, mais peut donner le également nom dans cet album, Gérard cette photographie à gauche a immédiatement évoqué pour moi l'Hercule Farnèse, vu de dos, dans la gravure de Goltzius de 1691 à droite, et je pense que Delacroix a fait poser, ou en tout cas a récupéré, une photographie qui montrait un vrai Hercule, et donc donnait une image plus réaliste d'un des canons de l'histoire de l'art que vous avez à droite. De la même façon que les deux photographies qui vous ont été montrées tout à l'heure ici évoquent cet Hermès de la Villa des Papyri à Herculanum, enfin aujourd'hui au musée archéologique de Naples, que Delacroix ne connaissait pas directement puisqu'il n'avait pas été en Italie, mais qui a été abondamment copié et qui, en revanche, avait été gravé dans les Antiquités d'Herculanum, dont il avait un exemplaire chez lui. Donc on comprend que cet album était en partie pour lui l'occasion de revisiter, de revoir, c'est là où ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les reprises de Delacroix a à mon avis son importance, des modèles bien connus, qu'il avait d'ailleurs pratiqué auparavant, dans le cas du modèle féminin, Mademoiselle Rose, qui date des années de sa jeunesse. De la même manière qu'on peut rapprocher Aspasie la Mauresque ou Aline la Mulatresse, du musée de Montpellier à gauche, d'un des modèles, alors là, d'une des photographies commerciales, puisque celle-ci, on en a plusieurs commercialisées, pardon. On en a plusieurs exemplaires, c'est pas une photographie que Delacroix a fait poser, mais qu'il a en tout cas récupéré pour son album. Oui, c'est ça, à mon avis, le plus important. Alors, venons-en à ces figures de Bacchante qui, moi, m'ont beaucoup amusé, parce que ça veut dire que pour la séance de pose, il faut imaginer qu'on a mis la couronne sur la tête et qu'on l'a fait poser avec la peau de panthère par derrière. Il y a une mise en scène, on imagine très bien la manière dont les choses se sont passées. Et là aussi, on est dehors. Hein. Vous voyez par terre, on voit bien le pavé d'une cour parisienne. Donc, on n'est pas dans un atelier. Ce qui est intéressant, c'est que pour ces deux figures, nous avons deux versions, la version claire et la version sombre. Alors, moi, j'avais imaginé que Delacroix avait obtenu des tirages différents pour avoir des tonalités différentes qui pouvaient se rapprocher des faits de dessin ou de peinture. Mais Sylvie a une autre explication que je trouve tout aussi intéressante. Allez-y. C'est-à-dire que les deux ne sont pas contradictoires. Ce qu'on note dans les années 1850 pour l'utilisation de la photographie par les artistes, c'est qu'ils font tirer les épreuves assez pâles pour pouvoir retravailler sur la photographie elle-même, soit en la redessinant, soit en l'aquarellant, soit en redessinant par-dessus. Et plus elle est claire, et plus c'est comme si ils économisaient une première esquisse. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, je pense, c'est que, quelle que soit l'hypothèse qu'on retient, en effet, comme le dit Sylvie, elles ne sont pas contradictoires, ça montre bien que ces albums de photographie étaient utilisés par Delacroix, si on avait encore besoin de le prouver, mais étaient utilisés par Delacroix pour sa création et dans son processus de réflexion créatif. Ce qui m'amène au rapport entre photographie et peinture. Alors, je vous montre très rapidement des photomontages qui ont été faits des photographies du premier album avec des dessins de Delacroix, si tant est qu'on en ait besoin, ça a été montré tout à l'heure, pour voir l'usage que Delacroix pouvait faire de ces photographies dans son activité de dessinateur. Évidemment, pour la peinture, avec cette fameuse odalisque, ou
pour la crucifixion, et j'ai rapproché ici l'image que je vous ai montrée tout à l'heure de ce Christ, je pense que c'est très éclairant, sauf que, il y a une réflexion à mener, car le tableau de gauche dans la photo de droite, donc le tableau qui est au centre de l'image, a été peint en 1846. Donc, on ne peut pas se dire que Delacroix a utilisé la photographie pour son tableau. En revanche, il a fait faire la photographie alors qu'il avait déjà peint le tableau et qu'il avait peint d'autres crucifixions tout au long de la fin des années 1840 et des années 1850. Donc là, je pense qu'il va y avoir un travail très précis de datation pour mettre en rapport des dessins, les peintures et les tableaux quand il y a des rapports aussi évidents que celui-ci. Mais ça revient aussi à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il revient sans arrêt Voilà. sur les mêmes motifs. Je pense que c'est une autre manière d'intégrer l'album de photographie à Delacroix. Alors là, c'est encore plus amusant. Et j'ai même réussi à surprendre Sylvie quand je lui ai montré ça. Ah oui. Car nous avons à gauche donc une des photographies de Delacroix et à droite un tableau de Courbet. Qui plus est, datant de 1862, donc très postérieur. Alors, je ne veux absolument pas dire que Courbet s'est inspiré de la photographie qui est là, encore que... On ne sait pas de quand date la photo. On peut se poser la question. Ben, la photographie, elle était faite en tout cas avant le tableau, puisque elle... Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit ici Delacroix faisant poser, ou en tout cas ayant acquis, une photographie qui est très proche d'un tableau peint par un autre artiste, dans d'autres circonstances, qu'il n'a d'ailleurs probablement pas vu. Il connaissait d'autres tableaux de Courbet, il connaissait celui-ci, sur lequel il s'est exprimé, et ça nous est l'occasion de revoir qu'on peut rapprocher d'une des photos les plus commerciales, pour le coup, de l'album Lévy. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas celle-là. Dans l'album Lévy, il y en a une qui ressemble pas mal à la... Mais ça, c'est un des grands apports de Sylvie, que ce rapprochement des photographies que Courbet avait en abondance lui aussi, avec ces tableaux. Et vous voyez qu'il y a tout de même un petit air, plus qu'un air de famille, avec les photographies que Delacroix possédait, et quelquefois c'était les mêmes. Et je voudrais terminer sur ces rapports de photographie, peinture, peintre autre que Delacroix et Delacroix, par ces trois photographies qui font partie donc de l'album, du second album. L'une d'entre elles, celle de droite bien connue, étant de Devalou de Villeneuve, les deux autres... n'étant connue que par cet album. Voilà, n'étant connue que par cet album. Alors, la première pour moi, évoque évidemment les tableaux d'Inde, ces figures de femmes vues de dos, même si, comme me l'a dit Sylvie tout à l'heure, le modèle de la photographie est un peu plus maigre que les modèles d'Ingres, mais la recherche plastique est tout de même très analogue. Et surtout quand on sait que Ingres, au même moment, parce qu'il n'y a pas que Delacroix qui a repris, il y a Ingres, et quand on sait qu'au même moment, Ingres finissait le bain turc, dont la figure centrale est très proche des odalisques de 1807-1808 que je viens de vous montrer, puis il y en a des intermédiaires, hein, parce que le temps nous est compté, et donc très proche de cette photographie. Autre rapprochement, c'est la figure de la photographie de gauche qui évoque évidemment la Vénus Anadyomède de Chantilly, qui a été peinte entre 1808 et 1848 par Ingres, et que Delacroix, pour le coup, devait connaître. Parce que l'œuvre elle a été montrée, Delacroix était très au courant de ce qui se faisait à Paris, et donc il est très certain qu'il a pu connaître cette Vénus Anadyomède, qui est très proche de la figure de gauche, qui elle-même est très proche de la source. Donc on a finalement beaucoup d'ingrisme dans cet album de Delacroix, ingrisme qui se manifeste pas simplement dans la proximité des sujets ou des poses, mais dans le fait que dans la photographie, vous voyez comment la ligne est très apparente, la ligne extérieure du corps, le dessin, la fameuse ligne serpentine d'Ingres. Donc on est finalement, avec ces photographies, dans une connexion entre ces deux peintres qu'on n'imaginerait pas forcément, et qui se poursuit avec les élèves, car en fait, la photographie de l'album est encore plus proche. Alors là, j'ai montré que Ingres avait aussi des rapports avec Courbet, donc vous voyez qu'on circule, parce que toutes ces sources sont à peu près de la même époque. Mais
elles sont surtout très proches de la figure, enfin de la Vénus d'Amaury Duval, peinte au salon de 1800, exposée au salon le fameux salon des Vénus de 1863, qui est évidemment très proche de celle que je viens de vous montrer en 1863 de la Croix-Meur. Mais je pense que ces connexions nous illustrent le fait que, par le biais de la photographie, on voit Delacroix dans une ambiance générale des ateliers de ce temps qui va des uns aux autres, sans qu'on puisse, comme le fait très volontiers l'histoire de l'art, séparer les ingristes de Delacroix, des réalistes, et ainsi de suite. Il y a une circulation des images et des formes entre ces différents peintres et ces différentes écoles, qui est, je pense, très bien montré par la photographie. Alors, en conclusion, parce qu'il faut conclure, la question que je posais, c'est pourquoi Delacroix n'a-t-il pas pratiqué la photographie ? En fait, il l'a pratiquée. Parce que... avec des assistants. Voilà. C'est pas lui, je ne dis pas qu'il appuyait sur le bouton, on n'appuyait pas sur le bouton, c'est pas lui qui déclenchait, oui. mais c'est lui qui faisait poser, oui, c'est ça. Qui organisait... Comme Victor Hugo. Comme Victor Hugo, ou qui rassemblait les documents, puisqu'il y en a qui, comme l'a montré Sylvie, n'ont pas été faits spécifiquement pour lui, mais existaient et étaient d'ailleurs utilisés par différents peintres. Et je voudrais ici... Alors, excusez-moi, j'avais oublié de faire cette connexion. Sylvie n'est pas très d'accord, mais moi, ça m'amuse beaucoup. Oh, je ne suis pas très d'accord. De rapprocher cette photographie de Valo de Villeneuve, évidemment, de la comtesse d'Aussonville d'Ingres, et de la figure de la pudicité qui a elle-même inspiré la comtesse d'Aussonville, ou encore mieux de la baronne de Rothschild, qui étaient des tableaux, là encore, la comtesse d'Aussonville et la baronne de Rothschild, que Delacroix pouvait connaître. Mais sur cette question, elle m'est venue à l'esprit en visitant l'exposition Flandrin l'été dernier à Lyon, où vous aviez un mur de photographie qui était extrêmement intéressant, que vous avez ici, où sur la droite, vous avez des photographes, des daguerréotypes qui ont été faits des Flandrins au début de la photographie, au début des années 1840, des photographies des Flandrins eux-mêmes, préparatoires à certains tableaux, notamment celle où il y en a un qui pose avec le costume de Napoléon III, pour préparer, qui avait été prêté à Hippolyte pour faire le portrait de l'empereur, pour préparer le portrait de l'empereur, et sur la gauche, des photographies qui sont faites par le dernier fer, Paul Flandrin, le paysagiste, qui a pratiqué, alors lui, directement la photographie, en photographiant soit des paysages, soit des gens de sa famille. D'une certaine manière, on a ici un résumé de l'utilisation de la photographie par ces générations de peintres du milieu du XIXe siècle. Bien, Delacroix a pratiqué la partie de droite et la partie centrale. C'est-à-dire qu'il s'est fait photographier, on l'a vu au début, enfin daguerréotypé, et il a utilisé, les albums en sont la preuve et l'indication, la photographie dans sa création. Ce qu'il n'a pas fait, c'est qu'il n'a pas pratiqué directement la photographie. Mais dans les usages que les peintres pouvaient faire de la photographie dans ses débuts, dans les années 1840-1860, finalement, il est très représentatif d'une pratique de la photographie, d'une pratique dans les ateliers, et je crois que c'est une des avancées vraiment historiographiques de ces 40 dernières années, parce qu'on n'imaginait pas, par exemple, lors de l'exposition de 1963, la grande rétrospective de Delacroix, ou même encore dans celle qui a été faite à Francfort en 1987, la photographie était complètement ou pratiquement ignorée. Et là, je crois que la réapparition des œuvres et l'étude de ces œuvres par les spécialistes a montré que Delacroix était finalement lui aussi un photographe. Et puis le fait qu'on ait donc pu découvrir, attribuer et faire entrer dans les collections ce deuxième album, ça nous fait sortir de la... Bon, elle est très célèbre et elle est très importante, les deux séances de pause des 18 et 25 juin 1854 avec Durieux dans l'atelier de la rue de Bourgogne. Le second album ouvre des perspectives et des horizons infiniment plus variés et relance complètement, comme Barthélemy l'a très bien montré, toutes les hypothèses sur l'utilisation de la photographie par Delacroix. À ce titre, les deux sont très, très complémentaires.
et bravo à la Bibliothèque nationale de l'avoir acquis. N'est-ce pas? C'est bien d'avoir les deux, même pour les chercheurs, quel confort. Alors, les deux sont sur Gallica, quand même. Voilà. Bon.